Lors de cette émission, nous allons nous diriger vers la Tanzanie. La Tanzanie est un pays de l'Afrique de l'Est qu'on peut situer sur la carte qui est bordée d'un côté par l'océan Indien et par plusieurs pays d'Afrique que vous pouvez voir sur la carte, dont le Kenya, le Congo, le Burundi. Et c'est un pays qui s'exprime en Swahili. Alors, la langue principale est le Swahili. C'est une langue qui ressemble un petit peu, je vous dirais, à l'anglais et parfois un petit peu à l'espagnol. Comme par exemple, bonjour en Swahili, ben, je vous dirais Jambo et Karibu à cette émission, ce qui veut dire bienvenue à cette émission. Alors, je vais vous présenter la Tanzanie sous différentes formes, dont le Kilimandjaro que tout le monde connaît. C'est le plus haut sommet du continent africain. Les Africains l'appellent la maison de Dieu. Alors, pour eux, ça signifie vraiment un lieu mystique, je vous dirais, mais surtout pour eux, la venue de tous les touristes qui vont à l'assaut de ce sommet de 5995 mètres, pour eux, c'est une retombée économique importante et ils en sont conscients. Il y a 46 millions de Tanzaniens en Tanzanie et la superficie est pratiquement l'équivalent de la Colombie-Britannique, par exemple, avec 945 000 km². On peut dire que la Tanzanie, c'est un pays qui est pauvre, oui et non. Parce que grâce au Kilimandjaro, les glaciers qui donnent beaucoup d'eau à la Tanzanie, on peut dire que ce pays-là ne souffre pas de sécheresse. Donc la nourriture, elle est abondante, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. On ne sent pas de famine en Tanzanie. La pauvreté vous savez, la pauvreté, c'est toujours par rapport à nous, par rapport à comment on vit ici. Alors, la comparaison, elle est boiteuse parce que nous, ici, il y a le climat, on est une société de consommation, les salaires sont pas les mêmes, alors les influences sont pas les mêmes non plus. Les Nord-Américains ont été influencés beaucoup par l'économie américaine et ainsi de suite, et l'économie mondiale. Tandis que la Tanzanie, on peut dire que ils vivent au jour le jour, ils vivent de façon très... je vous dirais simplicité. Je ne sais pas si elle est volontaire, là, mais c'est vraiment une vie très simple. Ils sont heureux, ils sont souriants tout le temps. Je vous dirais qu'à travers tous les voyages que j'ai faits, si je parle de l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, à travers ces 4 continents, je vous dirais que c'est le peuple le plus attachant. Ils sont souriants tout le temps, ils sont très serviables, ils sont au-devant des gens, autant entre eux qu'avec des étrangers. Alors, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Ça fait 7 fois que je vais en Tanzanie et j'y retourne encore en juillet prochain et en 2014 encore, toujours pour le Kilimandjaro avec des groupes. Mais pour moi, à chaque fois que je repars de ce pays, les dernières années, je me disais, bon, ben, ça y est, c'est terminé, c'est la dernière fois. Et à chaque fois, j'ai le cœur tellement gros quand je pars. Je regarde les Africains, on se dit bonjour à la fin de l'expédition et ce sont les larmes à chaque fois parce que je me dis, je peux pas croire que je ne revivrai pas cette chaleur humaine. Je pense que c'est ce qui m'attire le plus dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait en Tanzanie? On peut faire un safari photo. Le safari photo nous amène, d'abord on peut aller vers le Serengeti, qui est un parc safari immense. Ça prend quand même beaucoup de temps à se rendre dans ce parc-là. Et il est autant du côté du Kenya que du côté de la Tanzanie. Moi, je vais plutôt vous parler des 2 parcs que je connais, qui est le Tarangire et le Ngorongoro. Le Ngorongoro, c'est un grand cratère. C'est un des plus grands cratères au monde où les animaux vivent en liberté, où on peut rencontrer une multitude d'animaux et en très grande quantité et qui vivent comme ça dans la nature. On se croirait vraiment dans la vraie vie, si on peut dire, des animaux de l'Afrique.
C'est pas arrangé avec le gars des vues. Nous, on se promène en Jeep et à travers ces animaux-là qui cohabitent très bien. On peut voir un lion avec des zèbres à côté et un petit peu plus loin, on a des éléphants, puis à gauche, on a des girafes. Alors, c'est comme... C'est féerique, c'est magique. On se sent, on retrouve notre cœur d'enfant quand on fait un safari photo en Tanzanie, parce que les animaux sont à proximité, ils sont beaux, ils sont en santé. Alors, je vous dirais que aller vers un safari en Tanzanie, c'est se faire un cadeau. Alors, à chaque fois que j'amène un groupe en Tanzanie, parce que vous savez que moi, mon activité principale, c'est d'amener des groupes à travers le monde. Donc, à chaque fois que j'amène un groupe, que j'accompagne un groupe en Tanzanie, je manque jamais de participer à un safari avec eux. Même si je l'ai déjà fait, je le refais tout le temps avec grand plaisir. Mais pour les gens, c'est retrouver son cœur d'enfant face à tous ces animaux qu'on a vus dans des petits comics, qu'on a vus dans les films, qu'on a vus au zoo. Mais c'est pas pareil. On se retrouve vraiment dans cet environnement extraordinaire, des paysages africains incroyables, les couleurs, les montagnes, les arbres. C'est vraiment quelque chose qu'on se rappelle longtemps. Et qu'on a plaisir à revoir les photos, toujours avec autant d'excitation, je vous dirais, de voir autant de beauté chez ces animaux-là. Qu'est-ce qu'on fait aussi en Tanzanie? Ben, évidemment, il y a le Kilimandjaro qui est le plus haut sommet africain, comme je vous disais tantôt. C'est une montagne qui est extraordinaire, c'est une montagne qui est merveilleuse. Moi, je vous dirais que c'est la porte d'entrée vers la haute montagne. Quelqu'un qui se dit, moi, je ne sais pas si j'aimerais ça, faire de la haute montagne, aller comme ça en montagne pendant 7-8 jours, et puis l'altitude, puis on est 8 jours sans se laver, comme les gens disent, mais je vous dis que c'est pas vrai, mais on est 8 jours sans se laver, je ne sais pas si j'aimerais ça, je vous dirais aller au Kilimandjaro. C'est la plus belle porte d'entrée vers ce monde merveilleux, qui est le monde de l'expédition en haute montagne. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas aimé ça. J'ai accompagné des centaines de personnes au Kilimandjaro et je vous dirais que tout le monde revient avec une seule envie, c'est d'y retourner. Alors moi, la route que je propose toujours à mes groupes, c'est la route Machame. Alors, on part de Moshi, qui est la ville la plus proche de la montagne. Alors, on passe par Moshi et on arrive à la gate de la montagne Kilimandjaro, du parc national. Et là, on s'inscrit, il y a beaucoup de frénésie. Et de là, on emprunte la route Machame. Donc, on part de la gate et on se rend au camp Machame pour passer la première nuit. Ensuite, on se rend au camp Shira, qui est notre deuxième nuit, qui se trouve à 3800 mètres. Et ensuite, on va passer par la Lava Tower pour atteindre 4600 mètres, pour redescendre au camp Barranco à 3800 mètres encore. Et ensuite, on se rend au camp Karanga. Ça, c'est une petite journée, c'est pas très long pour se rendre, mais parce que ce sont tout le temps des journées d'acclimatation pour être capable vraiment de poursuivre notre ascension sans difficulté. Et du camp Karanga, on se rend au camp Barafu, qui est le dernier campement avant le sommet. Et avant, on faisait toujours le sommet de nuit. Parce que, bon, pour plusieurs raisons, à cause... je pense que c'est plutôt des anciennes coutumes, parce qu'avant ça, il fallait passer sur les glaciers pour atteindre le sommet. Maintenant, il n'y en a plus de glaciers sur le Kilimandjaro à l'endroit où nous marchons. Il y en a encore sur le flanc, mais il n'y en a plus là où on marche. Alors, il n'y a plus de raison vraiment, là, parce que c'était dangereux à cause des crevasses, etc. Donc, les gens avaient pris cette habitude-là. Puis, il y a aussi le fait qu'au camp Barafu, il n'y a pas d'eau. Parce que l'eau descend, mais descend beaucoup plus bas et à l'extérieur du campement. Donc, il n'y a pas d'eau. Puis, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, c'est sûr que ça complique un petit peu la logistique, mais on a réussi à contrecarrer cette difficulté-là. Et maintenant, depuis l'année passée,
Nous allons faire le sommet toujours 2 jours. Donc, à partir du camp Barafus, c'est le départ le matin vers 6 heures et un retour vers 4h30, 5h l'après-midi pour rester une 2e nuit au camp Barafus et ensuite descendre vers le camp Meika à 3000 mètres. Là, on est content de descendre cette journée-là parce que on reprend un petit peu d'oxygène et c'est beaucoup plus facile de respirer. Puis surtout qu'en descente, on n'est plus en effort parce que les effets liés au mal des montagnes, c'est quand on est en effort. Quand on n'est pas en effort, on n'a pas vraiment de difficulté au niveau de la respiration, à moins d'avoir un problème d'acclimatation. Mais quand on le fait sur 8 jours, comme je le propose à mes groupes, il n'y a pas vraiment de problème d'acclimatation parce qu'on le fait. La route Matchamé est faite en fonction de l'acclimatation. Ça veut dire qu'on va toujours dormir plus bas que le niveau le plus élevé qu'on a atteint dans la journée ou dans les journées précédentes. Ce qui veut dire que l'acclimatation se fait très bien la nuit et on a très peu de difficultés là, liées au mal de l'altitude. Ce qui fait que les marcheurs, la plupart du temps, je vous dirais que dans mes groupes, c'est presque 100% de réussite. Les gens qui réussissent à atteindre le sommet du Kilimandjaro à 5895 mètres, quand même, c'est 6000 mètres. Alors, ça équivaut à peu près à 23 000 pieds. Alors, c'est plus haut que les petits avions peuvent atteindre. Alors, mais quand on arrive au sommet du Kilimandjaro, c'est la grande récompense. Là, c'est les câlins, les gens pleurent, les gens sont tellement contents, les gens se serrent dans leurs bras, les guides, là c'est les photos, puis je vous dirais que c'est beaucoup d'émotions quand les gens arrivent au sommet du Kilimandjaro. Si jamais vous avez le goût de vivre une expérience comme celle-là, une expédition comme le Kilimandjaro, faites-vous plaisir, vous ne le regretterez pas, c'est certain. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Les gens qui disent « Ah, je suis certainement pas assez en forme pour faire le Kilimandjaro », non, je pense qu'on peut se prendre en main, on peut se mettre en forme pour être capable de réaliser une expédition comme celle-là. Elle est accessible à tout le monde qui prend le temps, évidemment, de se mettre en forme, mais je vous dirais que le Kilimandjaro, là, c'est vraiment pour vous, si jamais vous avez le goût de vivre une expérience comme celle-là. Les paysages sont extraordinaires. Vous avez des points de vue, vous êtes au-dessus des nuages. C'est impressionnant. C'est rare qu'on marche puis qu'on regarde les nuages comme ça. On a l'habitude de les regarder comme ça. Alors, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir pour les yeux et pour le cœur, le Kilimandjaro. Au point de vue de la sécurité, au Kilimandjaro, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Ben, premièrement, on demande toujours aux gens, avant de partir, d'aller faire un bilan de santé. Et ensuite, à la clinique voyage, vous allez voir au niveau des vaccins et tout ce que ça prend pour l'expédition, pour aller en Tanzanie, dont, hépatite A, hépatite B. Tout le monde qui voyage, d'ailleurs, devrait être vacciné contre hépatite A, hépatite B. Et au point de vue de la sécurité sur la montagne, je vous dirais que les guides sont très bien formés. Ils sont formés pour faire face à peu près à toutes les situations cardio-respiratoires. Ils sont formés aussi au niveau des œdèmes, parce qu'on sait qu'en altitude, c'est un risque. L'édème cérébral, l'édème pulmonaire. Moi, j'ai jamais vécu ce cas-là, mais ça peut toujours arriver. Mais l'équipe avec laquelle je travaille en Tanzanie ont une chambre hyperbare qui amène avec eux. On a toujours 2 chambres hyperbares, ce qui fait que si une personne a un problème au niveau de l'altitude, on peut la faire rentrer dans la chambre hyperbare, ce qui descend au niveau de 1800 mètres en l'espace de 8 minutes. Alors, c'est une sécurité. Et on a aussi les méthodes d'évacuation. Là, tout dépend où est-ce qu'on se situe sur la montagne, où on a des méthodes d'évacuation qui sont assez rapides. Mais comme je vous dis, on le fait tellement lentement. En 8 jours, le Kilimandjaro, là, on minimise les risques à peu près à rien au niveau des problèmes liés à la santé. Ceux qui ont le plus de risques, c'est ceux qui font le Kilimandjaro en 5-6 jours, par exemple. Il y a des groupes qui le font rapidement.
Ça, je pense que c'est un peu plus risqué au niveau de la sécurité, au niveau de la santé. Mais en 8 jours, je vous dirais que moi, ça m'inquiète pas du tout. Mais si jamais, parce qu'on n'est jamais à l'abri, si jamais il arrive quelque chose, qu'importe le problème de santé, on est prêt à réagir de façon très rapide et de façon très sécuritaire. Monter le Kilimandjaro, c'est pas uniquement avec les jambes qu'on monte le Kilimandjaro. C'est sûr d'être en forme, c'est important, mais on monte aussi avec notre tête, avec notre cœur aussi. Puis tout au long de cette expédition-là, qui dure 8 jours de marche, je vous dirais que on se retrouve un peu seul face à la montagne, même si on est en équipe, même si le travail d'équipe est très important, même si on sent cet esprit d'équipe-là qui est là, on est quand même soi-même face à ce défi, face à cet effort physique qu'on doit faire. Et je vous dirais que, veut pas, on fait un retour sur notre vie un peu en faisant le Kilimandjaro. Il y a beaucoup de questionnements qui viennent. Vous savez, le fait de dépasser ses limites, ça nous remet en question. Ça fait en sorte que tout notre côté émotif devient très, 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 très fragile. Ce qui fait que souvent, on marche, puis moi, ce que je l'ai vécu, de marcher, d'être bien, d'être heureuse, de me retrouver dans un paysage incroyable, puis d'avoir des larmes qui coulent, parce que, bon, je me sens vive sur le Kilimandjaro. Puis je pense que moi, je l'exprime de cette façon-là, mais vous allez parler avec 25 autres personnes qui ont fait le Kilimandjaro et ils vont vous l'exprimer autrement. Mais c'est pas rare de voir quelqu'un, à un moment donné, qui est assis sur une roche, puis qui semble complètement perdu et qui sent sa vie. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais qui sent ses tripes, qui sent son sang dans ses veines, parce qu'il se retrouve dans un endroit où tu n'as plus de repères. Tu as perdu complètement tes repères et tu te retrouves dans un environnement tellement extraordinaire. Tu as l'impression que tu n'es plus sur la terre vraiment. Et tu es tout seul face à toi-même, puis je vous dirais que ça fait un bien incroyable de se retrouver et prendre ce temps pour soi, ce temps d'introspection, puis ce temps aussi pour s'aimer, pour se trouver bon, pour se dire « garde, t'es capable », pour se dire « oui, c'est dur, mais garde, j'aime ça pareil », de monter, puis de voir ce sommet-là, puis de me dire « garde, c'est là que je m'en vais, puis je vais réussir ». Puis quand tu réussis, là, c'est vraiment le summum. Alors, c'est un peu ça, le Kilimandjaro, je vous dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en Tanzanie? Eh bien, il y a Zanzibar, l'île de Zanzibar. Oh, là, je vous amène, mais complètement en bas de la montagne, puisqu'on s'en va sur le bord de l'océan Indien. Zanzibar, c'est une île qui est complètement différente au point de vue de la culture, au point de vue des gens même de la Tanzanie. Ça appartient à la Tanzanie, c'est une île dans l'océan Indien, mais je vous dirais 99% des gens à Zanzibar sont musulmans. Donc les femmes sont souvent voilées. Pas la burqa, là, mais elles sont voilées. Ils sont beaucoup, je veux pas dire le mauvais mot, là, mais ils sont restés attachés à leurs coutumes, à leur façon de vivre d'avant. Alors, c'est beaucoup plus... on a plus l'impression qu'il y a de la pauvreté, mais je dirais pas ça non plus. Les plages sont magnifiques, mais les plages sont vivantes parce que les femmes et les hommes aussi vont faire la culture des algues. Alors, on voit partout dans la mer, sur le bord de la mer, les piquets qui sont là. Et quand la marée descend, les femmes vont pour aller chercher les algues qui sont restées pris dans ces pièges, si on peut dire.
et qui battent les algues sur la plage, les enfants qui vont donner le coup de main aussi sur la plage, les pirogues qu'on voit un peu partout, comme on voit dans les films, les couleurs de la mer, de l'eau, de la plage à Zanzibar, c'est comme dans un film. Là, vous regardez les photos, là, je vous le dis, ils sont pas truqués, il n'y a pas de Photoshop là-dedans, là. C'est vraiment comme ça. La ville de Zanzibar, Stone Town, c'est une ville qui est très vivante. C'est une ville, c'est un port d'abord. Donc, il y a beaucoup de pêche, il y a beaucoup d'activités touristiques, mais beaucoup d'activités aussi au niveau de la pêche, au niveau du commerce. Parce que il y a beaucoup de touristes. Ceux qui vont au Kilimandjaro ou faire des safaris, souvent, vont faire un petit saut de quelques jours à Zanzibar pour voir cette culture qui est complètement différente. Mais aussi, je me souviens, sur les quais, juste sur le bord du port, sur les quais, tous les soirs, à partir de 8 heures, parce que eux ils mangent à 8 heures après le coucher du soleil. Là, ce sont les cuisiniers qui prennent d'assaut le quai et chacun cuisine ses choses. Ils sont à peu près, je vous dirais, peut-être une centaine. Et là, ils ont leur comptoir, puis les gens se promènent, puis tu choisis tel poisson. Alors, il prend le poisson, il te le fait cuire, puis il te sert ça, puis avec telle salade. Et puis, donc, c'est à la carte et ça coûte vraiment pas cher. Mais c'est de voir que les gens, puis ce sont les gens de la place là, qui en grande partie vont manger le soir sur les quais de Zanzibar. Alors c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est sûr que nous ici, là, avec les inspecteurs en restauration, ça passerait pas là. Mais excepté que c'est très c'est typique, c'est agréable et moi j'avais pas peur du tout là, de manger à cet endroit-là. Je l'ai fait souvent puis je trouve que c'est très très bon, c'est très frais d'ailleurs. Et Zanzibar aussi, c'est la plus grande mosquée que j'ai jamais vue, qui lance l'appel constamment à la prière et on voit les hommes qui partent et se dirigent vers la mosquée. Toute la culture, toute la vie quotidienne est vraiment centrée autour de cette mosquée. Il y a des musées à Stone Town aussi. Puis, entre Stone Town et la plage, on peut aller voir la route des épices. Alors, la route des épices, c'est vraiment magnifique. C'est comme un lieu où on a planté plein d'épices. D'ailleurs, Zanzibar, c'est reconnu pour les épices. Alors, ils en vendent énormément aussi, des épices qu'on connaît, puis d'autres qu'on connaît moins. Mais on va voir comment poussent les poivriers, comment ils font la récolte au niveau du gingembre, par exemple. Donc, on se promène à travers toute cette végétation pour découvrir les épices, toutes les saveurs qu'on connaît et qu'on soupçonne pas que c'est comme ça, que ça arrive finalement dans notre supermarché. Nous, on soupçonne pas toujours de quelle façon ça a été cultivé et de quelle façon ça a été récolté aussi. Alors, c'est des choses tellement intéressantes. Il y a beaucoup de couleurs dans les boutiques aussi de Stone Town, beaucoup de trucs qu'on peut, des toiles. Moi, j'en ai plusieurs à la maison, là. C'est très vivant. On parle des Maasai. Je vous ai pas parlé des Maasai. Quand on fait le safari entre les deux parcs, je vous ramène en safari. Entre les deux parcs, on découvre aussi la culture Maasai. Les Maasai, c'est une des peuplades, si je peux dire, les appeler ainsi, la plus importante en Tanzanie. Ils sont propriétaires de tout ce qui touche le bétail, le bœuf, les vaches. Alors, ce sont les propriétaires, en grande partie, de tout ce bétail qui est dédié à la consommation. Alors, c'est un peuple qui est riche, mais malgré que c'est un peuple qui est riche, c'est un peuple qui vit
de façon nomade. Ils se promènent avec leur bétail. Alors, dès qu'il n'y a plus assez de nourriture ou qu'il n'y a pas assez d'eau pour le bétail, on déménage toute la famille, on déménage, tout le monde déménage, et on reconstruit un village plus loin pour permettre au bétail. Il y a une légende aussi qui dit que même un lion n'attaquerait pas un Maasai parce que le lion va respecter le Maasai. Alors, c'est très fort et cette croyance-là est encore là puisque quand on fait le safari, on peut voir des Maasai traverser le cratère parmi tous ces animaux-là avec le bétail bien tranquillement, sans regarder derrière pour voir qui suit. Puis c'est vraiment impressionnant de voir comment ce peuple-là réussit à garder cette coutume, l'habillement. Vous voyez, ils sont habillés tout en rouge. Ils nous reçoivent, ben c'est sûr que quand ils nous reçoivent dans le village Maasai où on s'arrête avant de rentrer dans le cratère, bon, c'est sûr que ça, c'est organisé, dans le sens que ils attendent les touristes dans ce village-là. Mais ça reflète vraiment leur façon de vivre. Ils se promènent comme ça. On les rencontre partout à Arusha, qui est la ville où on arrive quand on arrive en Tanzanie. On les voit, ils se promènent dans la ville et ils ont leur costume. Ou s'ils sont habitués et s'ils sont habillés plutôt de façon occidentale, ils vont toujours avoir un tissu rouge qui va rappeler qui sont des Maasai, parce que pour eux, c'est une fierté. Ils n'ont pas honte d'être un Maasai. Et les Maasai, leur caractéristique au point de vue alimentaire, c'est qu'ils mangent uniquement de la viande rouge et ils boivent du sang avec du lait. Alors, ils ne mangent aucun fruit, aucun légume. Ils sont vraiment très carnivores et ils se nourrissent uniquement de leur bétail et le lait qui vient aussi de la vache. Donc, ils sont autosuffisants avec leur bétail. Ils sont minces, minces, minces. Alors, ceux qui disent que le bœuf, ça fait engraisser, moi, je vous dirais que d'après moi, c'est pas vrai. Mais ça, je sais pas s'ils font du cholestérol, par exemple, je suis pas allée jusque-là. Mais c'est un peuple qui... ils sont très colorés, ils ont beaucoup de bijoux, ils se promènent toujours avec une lance. Puis à un moment donné, on voit des jeunes hommes qui sont tout habillés en noir avec le visage peint en blanc. Ça, c'est quand ils passent l'initiation pour devenir un homme. Alors, vers 13-14 ans, les garçons doivent quitter la tribu pour aller survivre pendant 6 mois dans la nature. Et s'ils survivent, quand ils reviennent, ils sont des hommes. Alors, c'est pas mal plus difficile que nos ados ici, pour passer de l'ado à l'âge adulte. Mais c'est leur coutume. Et puis, je pense que le plaisir de voyager, finalement, là, c'est de découvrir toutes ces différences qui rendent chaque peuple unique, qui leur donnent leur couleur, qui les rend attachants aussi, parce que chaque peuple a vraiment ses caractéristiques qui fait en sorte que on se compare hein, tout le temps. On est porté souvent à dire « Ah ben chez nous, on ferait pas ça comme ça ». Mais c'est parce que ce qu'on pense pas, là, c'est que eux, s'ils étaient chez nous, eux non plus, ils feraient pas ça comme ça. Alors, chaque réalité fait en sorte qu'on fonctionne d'une façon. Et il y a le climat aussi qui influence, il y a aussi l'éducation. En Tanzanie, l'éducation est obligatoire pour les enfants. Alors ça, c'est déjà un plus. Ils ont aussi l'uniforme, donc ça diminue aussi l'effet des classes sociales à l'intérieur du pays. La santé aussi, ils ont un bon système de santé. Donc, ils ont quand même un système social qui est très bon. Pour ceux qui seraient tentés vers l'humanitaire en Tanzanie, parce qu'il y a aussi le volet humanitaire, il y a beaucoup d'orphelinats. Parce que vous savez qu'en Afrique, le sida a fait beaucoup de ravages. Maintenant, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite, mais le dommage est fait, le mal est fait. Et il y a encore beaucoup d'orphelins en Tanzanie, dû au sida, mais dû aussi à d'autres phénomènes sociaux.
Et je pense que c'est important de faire notre petite part. Alors, on fait toujours une visite dans les orphelinats quand on va en Tanzanie. Alors, ceux qui seraient tentés par une mission humanitaire en Tanzanie, ben, vous pouvez toujours me contacter, puis on peut organiser quelque chose à ce niveau-là. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Répit Jeunesse de Victoriaville va aller au Kilimandjaro, faire une expédition au Kilimandjaro du 13 au 27 septembre 2014. Alors, déjà, c'est le temps de s'inscrire si jamais ça vous intéresse. Alors, Répit Jeunesse à Victoriaville, et vous pouvez me rejoindre à Contact Amérique, Céline Deshôtels, conseillère en voyage spécialisée en voyage de groupe, expédition, aventure. Vous pouvez me rejoindre au 819-362-0390. Merci, à la prochaine!